Bien, mesdames, messieurs, il est temps de commencer cette seconde table ronde. Sujet tout aussi intéressant que la première. Il sera question naturellement de transition énergétique et de décarbonation. Je vais vous présenter nos intervenants de l'après-midi, en commençant par l'autre côté. Thierry Varenne pour BNP Paribas. Vous êtes délégué général au Grand Compte. À vos côtés, Laurent Favre, OP Mobility, qu'on ne présente plus, directeur général. Nous avons également Nicolas Naudin, qui est président de BASF en France. Sébastien Rouge, vous êtes le CFO de Imerys. Et enfin, on complète ce panel avec Yves Ranoux, qui est vice-président exécutif chez Suez, en charge du recyclage et de la valorisation. Alors, dans un instant, vous allez pouvoir nous expliquer quelle est votre vision de, naturellement, la décarbonation. Alors, en essayant, si possible, d'éviter les termes qu'adorent les analystes financiers sur Scope 1, Scope 2, Scope 3, j'en oublie peut-être. Peut-être juste une question pour démarrer, mais est-ce que les clients, eux, ils sont prêts en fait à payer plus cher pour cette transition énergétique? Parce que vous êtes volontariste sur la question, vous faites des choses. La bonne question, c'est en face, en fait, dans l'automobile, enfin, on voit bien, Laurent Favre, ce sont des vraies questions. Bon, je crois que finalement c'est la question, hein, et ce dont on se rend compte, c'est que d'un côté il y a le citoyen. Je pense que la plupart des citoyens sont très engagés dans cette idée de transformation énergétique, de dérèglement climatique, de nécessité d'agir, de faire quelque chose. Puis après il y a le consommateur. C'est le même, mais il n'a pas les mêmes comportements. Et le consommateur, il a des moyens limités, il n'est pas forcément prêt, ou il n'est pas forcément capable, ou il n'a pas les moyens de payer plus pour un produit qui est décarboné. Alors quand on parle de l'automobile, c'est ce qui se passe actuellement, où on se rend compte que les véhicules électriques ne se développent pas à la vitesse attendue, pas parce que le produit est pas bon, mais principalement parce que le produit est trop cher pour le pouvoir d'achat moyen des ménages. Donc la réponse, c'est que le consommateur final, je ne pense pas qu'il soit prêt à payer plus. Et que donc l'enjeu, c'était un petit peu dans mon introduction tout à l'heure, c'est comment décarboner la société tout en ayant aussi cet aspect social et cet aspect accessibilité des technologies. Toujours sur ce même thème, qui au sein du panel souhaite prendre la parole. Sébastien Rouge. Oui, alors c'est tout au début de la supply chain, hein, avec des minéraux, des matériaux. On voit que certains clients nous choisissent parce que peut-être qu'on a une offre plus sophistiquée d'un point de vue environnemental, mais par contre, ça ne changera pas le prix. Bon, voilà qui est dit. Oui, moi j'ajouterais un petit point peut-être côté financement, les investisseurs. Euh, ils n'ont pas donné vraiment d'avantage aux obligations green au début par rapport aux autres obligations. Mais je pense que ce qui se passe, c'est assez naturellement que ce sera de plus en plus dur de ne pas être green. Voilà. Très bien, c'est pas d'autres commentaires. Je propose qu'on commence par l'industrie, et puisque nous avons une société d'origine allemande, BASF, je propose, Nicolas Naudin, qu'on évoque justement cette vision de décarbonation de ce grand groupe allemand, dont on peut peut-être rappeler enfin, le périmètre en quelques mots. Alors oui, je vais peut-être rappeler pour ceux, ceux de mon âge qui ont pu connaître les cassettes VHS, je le dis tout de suite, on fait plus. Mais on fait pas tout le reste, mais beaucoup du reste, hein. Donc, BASF, c'est ce leader mondial de la chimie dont le siège est basé à Ludwigshafen. C'est une jolie bourgade pour ceux qui ne connaîtraient pas, de l'autre côté, au bord du Rhin, de l'autre côté, quand on est à Mannheim. Je conseille d'ailleurs à tous ceux qui aiment les très belles installations industrielles de visiter ce site de Ludwigshafen. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, un leader mondial, une empreinte globale, mais euh, donc à peu près 110 000 personnes, 70 milliards de chiffre d'affaires. En France, qui est le deuxième pays européen pour le groupe, c'est 13 sites de production, 5 sites de R&D, à peu près 3 000 personnes et un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Voilà pour BASF en France. On est dans 96% des produits manufacturés. C'est une tournure pour dire qu'en fait, et pour rappeler que la chimie, c'est l'industrie des industries. On est à peu près dans toutes les chaînes de valeur. Et ça m'amène à deux messages. Le premier qui me tient à cœur, c'est autour des sujets de réindustrialisation. Il n'y aura pas d'industrie sans chimie. Et le deuxième qui a trait au sujet d'aujourd'hui de la transition, c'est que il n'y aura pas de transition sans industrie. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, en France, vous êtes plutôt moins énergivore que de l'autre côté du Rhin.
En effet, le gros de nos... Alors, on a deux sites énergivores, une plateforme de Chalampé où on a des gros besoins d'énergie, mais sinon, c'est moins criant que sur certains autres sites du groupe. Pour autant, je pense que pour venir à votre question, je partirai de la vision du groupe. En français, c'est pas une traduction qui est très... c'est pas un pitch. On veut être l'entreprise chimique préférée de nos clients au service de leur transition verte. Alors en anglais, ça rend mieux, mais on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire, pour utiliser un jargon que vous voulez pas que j'utilise, qu'on travaille sur le scope 1, 2 et 3. Donc, J'étais sûr que ça allait revenir d'une Voilà. façon ou d'une autre. Donc, je vais faire des périphrases pour dire, on travaille sur la réduction de l'empreinte de nos activités de production. On fait beaucoup de choses et notamment, on a de très gros besoins en électrification. J'aurais dû commencer par là. Notre métier, nos process, si je vais en schématisant, c'est du nafta qu'on chauffe dans un four, ça fait des chaînes courtes et on fait des choses de plus en plus évoluées. Cette affaire-là, ça fait de nous quand même le plus gros consommateur de gaz en Allemagne. Et donc, si on peut trouver des alternatives à cela, c'est pas plus mal. Et pour donner un exemple très concret de ce qu'on fait sur le thème d'aujourd'hui, on travaille sur un concept, j'ai bien dit un concept, c'est pas quelque chose qui est abouti, un concept de vapocraqueur électrique. Et si on arrivait à réaliser ceci, on abattrait à peu près 90% de nos émissions de CO2 liées à ce vapocraqueur. Donc, c'est pas une paille, il y a un petit enjeu, quoi. Voilà. Donc, on travaille sur des sujets comme celui-là. On travaille, puisqu'on a des besoins en électrification qui vont augmenter, bien entendu, à passer de... Aujourd'hui, on est à peu près à 20% d'énergie renouvelable dans nos productions de notre demande d'électricité, nos besoins d'électricité. On voudrait passer à 60% d'ici à 2030 et on a un certain nombre de leviers pour cela. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer que si jamais on fait plutôt bien le job, le boulot sur notre scope 1 et 2, voilà, de facto quand même, et vu l'ensemble des chaînes de valeur dans lesquelles on est, on résoudra pas mal des sujets qui se posent à nos clients dans leur feuille de route de décarbonation. Bien, pour l'instant, sur le score Scope, Monsieur Naudin, vous menez par 2-0. On va enchaîner avec vous, Yves Ranoux, sur le groupe Suez, qui est un groupe effectivement très important. Donc, en un mot, on rappelle vos métiers et ensuite, naturellement, avec votre plaisir. stratégie. Merci beaucoup. Donc Suez, 160 ans d'histoire et encore de nombreuses années devant nous. On est un groupe de 40 000 employés, 9 milliards de chiffre d'affaires et Suez est là pour répondre aux enjeux de la planète. Ça paraît un peu prétentieux, mais toute prétention bien gardée, nos métiers permettent d'éviter de polluer les ressources naturelles de notre planète. Nos deux métiers sont dans l'eau potable, les traitements d'eau et ainsi de suite, et la partie qui m'intéresse, les déchets. Donc le déchet, qui est souvent vu comme un problème ou un mal, est de plus en plus source de solutions pour adresser justement les enjeux de notre planète. Premièrement, dans la décarbonation, donc un de nos sujets, Suez produit et valorise à partir des déchets la production électrique pour alimenter 1,5 million d'habitants. On produit donc à partir de déchets un électron pour l'électricité ou une molécule pour du chauffage. Souveraineté énergétique. Deuxième point, également à partir du traitement de chutes de câbles, vous avez en France la première mine urbaine pour produire du cuivre. On fait ça avec Nexans, où on traite 36 000 tonnes de chutes de câbles par an. Et ce cuivre, ensuite, revient dans le processus des industriels pour reproduire un câble. Donc, encore une fois, on contribue à la décarbonation parce que moins de transport, moins d'importation, et ainsi de suite. Et pour l'enjeu de la planète, souveraineté en matière. Enfin, les plastiques. On gère des dizaines de milliers de tonnes de plastique en France, où par un traitement mécanique, on fournit aux grands fabricants à proximité de leurs usines de la matière première secondaire, on va dire, pour venir réintégrer dans leur processus. Donc le déchet qu'on voit tous les jours dans notre poubelle est source de molécules, source d'électrons, source de matière première secondaire et permet de décarboner, mais de remplir des enjeux qui sont de plus en plus, je dirais, primordiaux au quotidien, que sont la souveraineté en énergie et la souveraineté en matière. Merci. J'aimerais, Laurent Favre, qu'on dise un mot peut-être sur, non pas les déchets, mais le recyclage, parce que c'est très important dans votre secteur.
Oui, alors j'ai vu quand Yves a parlé de plastique, vous m'avez regardé, parce que OP Mobility s'appelait Plastic Omnium avant. Donc on vient du Votre plastique. communicante est partie, donc je ne risque plus rien Non, si non, jamais non, je me trompe. elle est là-bas, Allez, elle n'est pas partie. elle a changé de siège, c'est pour ça. Non, c'est pas de sa faute, c'est que l'entreprise s'est transformée. Évidemment, on s'est dit qu'on avait un nom qui était plus en adéquation avec ce qu'on faisait. Rapidement, Plastic Omnium, c'était une entreprise qui venait donc du plastique. Et l'idée était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en plastique pour permettre à l'industrie finalement de développer des nouveaux produits. Donc le groupe a fait du stylo bic, de la planche à voile, du Black & Decker, et puis peu à peu c'est orienté vers l'automobile, est devenu un pur player, comme on dit, de l'automobile. Donc nos clients sont les constructeurs automobiles. Nos plus gros clients sont les constructeurs automobiles allemands. Donc l'Allemagne est aujourd'hui un des plus gros pays du groupe. Le plus gros, c'est les États-Unis, mais l'Allemagne est dans le top 3 en termes de chiffre d'affaires et puis en termes d'implantation industrielle. Et puis le groupe s'est développé. Aujourd'hui, on fait plein d'autres choses que du plastique. On parlera sûrement d'hydrogène après. On fait de l'éclairage, on fait des systèmes batteries pour les trains Alstom dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a changé le nom en se disant finalement on est au service de la mobilité, mais on vient du plastique. Et donc quand on parle du plastique dans nos usines, parce qu'on a 152 usines dans le monde, on fait 11 milliards de chiffre d'affaires, on est environ 40 000 collaborateurs. Évidemment, on fait des pare-chocs, on fait des réservoirs en plastique, et on a l'enjeu d'une matière première qui soit recyclable ou qui soit recyclée et qui puisse être réutilisée. Donc on est très bon dans le recyclage de nos propres déchets, à savoir que tout ce qu'on produit chez nous et qui n'est pas utilisable, on réutilise le plastique. Et maintenant, l'enjeu de demain, c'est de fermer la boucle, hein, comme le disait Yves auparavant, à savoir d'arriver à la fin de vie d'un véhicule. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est que les constructeurs automobiles perdent 50% des véhicules en fin de vie parce qu'ils partent dans des pays dans lesquels ils sont plus accessibles. Donc récupérer les pièces, les recycler, et puis après, par le biais de la chaîne dont parlait Suez auparavant, nous réalimenter pour avoir un cycle court, pour être moins énergivore et pour être moins impactant sur la planète. Merci, j'entendais parler de coopération. Yves Renou et vous, Monsieur Lodin, BASF, Suez, vous faites des choses ensemble? On fait plein de choses. Allez-y, plein de dites-nous choses. tout. On se connaît, on discute, on échange. Alors c'est plus facile de parler des choses qui sont déjà annoncées que des choses dont on parle. Donc voilà. Mais d'abord, Suez, c'est pas Alpha Garderie, a une formidable expertise dans tout ce qui est le domaine de CSR, donc les combustibles solides. Et donc voilà, donc ça fait des choses qui peuvent nous intéresser sur certaines de nos installations. Yves mentionnait aussi tout ce qui est autour du recyclage des plastiques, et il y a des méthodes en produisant de l'huile de pyrolyse qui nous permettrait, nous, de réinjecter ça à la place du naphtha, ou une partie en tous les cas, dans nos process de production, et qui nous aiderait grandement. Voilà à peu près pour n'en citer que deux des sujets sur lesquels on peut potentiellement travailler. Mais ce qui est intéressant de soulever, c'est que dans cette grande dynamique de la valorisation du recyclage, les relations entre les sociétés et les entreprises changent. C'est-à-dire qu'effectivement, BASF et Suez ont une relation de client-partenaire sur la gestion des déchets de BASF. Ensuite, comme tu le disais, Nicolas, sur la production d'énergie alternative à partir de combustibles solides de récupération, là, on est plus en partenariat. C'est-à-dire qu'on co-développe ensemble un projet qui va alimenter BASF avec des solutions alternatives à des productions d'électricité beaucoup plus carbonées. Et troisièmement, on est également membre, BASF et Suez, de ce qu'on appelle le Global Impact Coalition, qui est un groupe de travail spin-off du World Economic Forum, qui met différents acteurs de la même chaîne de valeur sur des sujets bien précis, où on met nos ressources en commun avec un objectif commun d'apporter des nouvelles solutions pour la gestion et le recyclage des plastiques, pour des nouveaux combustibles, des nouvelles alternatives. Donc c'est ce qu'on observe, nous, en tant que petits acteurs de la collecte et de la gestion des déchets, c'est que les relations entre entreprises sont en train de totalement changer. Merci, on vient de parler de réutilisation de matériaux. On va parler à présent de souveraineté énergétique avec vous, Sébastien Rouge. Alors, présentez-nous Imerys, que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui est pourtant un leader dans son domaine. Oui, mais un leader effectivement à l'autre bout de la chaîne, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir. C'est un groupe minier au départ, donc vraiment au tout début. Et là où on peut
intervenir effectivement dans le cadre de la souveraineté, notamment du Critical Raw Material Act. Il y a une volonté délibérée des acteurs automobiles de recréer une chaîne de valeur complète pour les batteries. Et il y a quelque chose qu'on a appris pendant le Covid, c'est qu'on ne veut pas monter des usines et pas avoir des matières qui rentrent dedans. Donc pour fournir toutes ces gigafactories, il y a besoin notamment de lithium. Et un des gros projets sur lesquels on travaille, c'est effectivement développer à partir de dépôts de lithium européens une ressource souveraine européenne qui va pouvoir fonctionner quels que soient les problèmes géostratégiques et qui sera en même temps au meilleur niveau environnemental. Donc un gros projet. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Yves, c'est un moment où il faudra effectivement se mettre à plusieurs acteurs de la chaîne de valeur pour pouvoir mettre un projet de cette taille en œuvre et en temps et en heure en Europe. Projet de lithium dans le Massif central, c'est ça pour l'usine? C'est ça. Laurent Favre, vous êtes au conseil, je crois, d'Imerys. C'est plutôt bien d'avoir ce type d'industrie, de localisation en France. C'est une chance, non? Ouais, je crois que c'est vrai. C'est là qu'on voit. Donc j'ai la chance d'être au conseil d'Imerys depuis quelques temps, et c'est là qu'on voit qu'on a en France, en Europe, finalement, on a toute la chaîne de la valeur. Hein, je pense qu'on la représente bien aujourd'hui, et que finalement on peut lier transition énergétique et transition écologique avec souveraineté également. Donc ça peut même être une chance pour la souveraineté de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est quand même très dépendante de l'extérieur en termes d'énergie, énergie fossile notamment, et on voit que par l'électrique, par l'hydrogène, on a potentiellement l'opportunité de devenir en tout cas plus souverain qu'aujourd'hui, parce qu'on a les champions qu'il faut, et Imerys, par exemple, a la capacité dans le futur à exploiter du lithium pour électrifier notamment la mobilité. Excusez-moi de poser la question, il y a les talents, il y a les compétences, ça j'en doute pas un instant. Après se pose peut-être la question de l'acceptation sociale d'avoir ces mines en France plutôt qu'à l'autre bout du monde. Là, si vous avez 3 ou 4 heures peut-être pour répondre à la question, si on regarde l'ensemble des projets européens, il y a le financement sont trouvés, les dépôts existent. Là où il y a beaucoup de projets qui ont déraillé, c'est effectivement pour des problèmes d'acceptabilité sociale. Dans notre cas, on a la chance d'être sur un site qui est déjà exploité, donc dans des bonnes conditions de cohabitation avec l'environnement depuis 70 ans. Néanmoins, on change d'échelle, donc c'est un risque. Mais si vous regardez ce qui s'est passé en Serbie, ce qui s'est passé au Portugal, c'est effectivement le risque principal d'avoir le syndrome not in my backyard de façon prégnante. Très bien. Si on parlait finances à présent avec vous, Thierry Varenne, puisqu'effectivement BNP Paribas, c'est la banque qui accompagne l'industrie, les entreprises pour ces projets. D'abord, je me permettrai de souligner que je suis heureux d'être avec les autres participants sur l'estrade qui sont tous des clients importants pour nous et que nous suivons un peu partout dans le monde. Voilà. Ensuite, évidemment, j'en profite ici pour dire que nous sommes très actifs en Allemagne, puisque nous avons 500 clients corporate en Allemagne, 500 clients allemands, et nous travaillons là-bas en plus avec 2000 filiales de groupes non allemands en Allemagne. Donc c'est un joli tissu d'entreprise dans un pays qui a toujours été très attaché à l'entrepreneuriat et qui pour nous est un pays dans lequel nous nous développons dans l'ensemble de nos activités. Vous savez, on aime bien présenter notre groupe comme disant qu'il est un acteur qui a un business model diversifié et intégré, avec des moteurs d'une certaine force. Et pour faire la liaison avec l'ESG, la transition énergétique et la transition écologique, aujourd'hui c'est un élément qui est absolument essentiel, je dirais, du fonctionnement d'une relation avec un client. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec un client sans le connaître. Il y a des process réglementaires. Et l'ESG est un élément intrinsèque de la relation. C'est donc au-delà du DNA qu'on a, parce qu'on a commencé il y a longtemps, c'est un élément vraiment très central d'une relation avec un client.
Et nous sommes fortement engagés pour aider l'ensemble de nos clients à évoluer au fur et à mesure des progrès de la transition et vers l'économie bas carbone. Nous avons consacré 200 milliards, c'était notre objectif 25, pour soutenir le développement vers une économie bas carbone. Et nous avons comme objectif de mettre au travail 40 milliards d'euros de crédits dans les énergies bas carbone, principalement les énergies renouvelables. Alors justement, vous le disiez fort tropismalement, et c'est un pays où, précisément où le renouvelable, j'allais dire, a le vent en poupe. Formule un peu facile, mais... Il a le vent en poupe, mais je note que parfois, les Allemands, qui sont déjà pourtant bien équipés, trouvent que ça va pas tout à fait assez vite. En tout cas, nous y sommes extrêmement actifs. Nous travaillons avec des grands groupes qui sont très très présents dans le renouvelable, offshore et onshore, l'éolien, le solaire, l'hydrogène. Nous sommes très actifs dans la mobilité. D'une manière générale, pas seulement en Allemagne, mais dans le secteur où opère notamment Laurent, mais aussi ses voisins, qu'est l'automobile. Nous sommes extrêmement actifs en Allemagne, et comme tous ces acteurs ne sont pas seulement dans le pays d'origine, mais un peu partout dans le monde, on les accompagne avec cette perspective pour les aider à transitionner. Et par ailleurs, on s'intéresse beaucoup aux sociétés innovantes. Et je citerai quelques exemples. On parlait du lithium. Je suis désolé pour Imerys, mais là, je vais parler de quelqu'un d'autre. Donc, on accompagne une société innovante allemande qui s'appelle Vulcan. Vulcan Énergie, qui extrait du lithium sous le Rhin. Et nous les aidons à se développer. C'est un exemple. Nous accompagnons une autre société innovante qui est plutôt à Dresde, qui s'appelle Sunfire, qui développe des techniques d'électrolyse. Et puis, nous avons, avec des sociétés plus anciennes, comme la utility de Mannheim. Nous aidons cette utility à développer des fermes éoliennes qui permettent d'électrifier d'une manière verte la région du Nord Rhin-Westphalie. Voilà. Merci. On va parler de mobilité. Dans ce secteur, l'automobile plus particulièrement, Laurent Favre, on sait qu'il y a un obstacle réglementaire qui est 2035 par rapport à l'interdiction des moteurs thermiques. Vous avez pris la parole dans le Figaro, c'était quelques jours avant le mondial de l'auto, qui par ailleurs a très bien marché. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler la philosophie de votre intervention ? D'abord, je note que vous l'avez lu avec beaucoup d'attention et ça me fait très plaisir. Non, pour remettre les choses dans leur contexte, la Commission européenne a décidé il y a quelques années d'interdire les moteurs thermiques ou d'aller vers le tout électrique en 2035 en Europe. Donc il y a cette idée qu'en 2035 en Europe, on ne pourra vendre que des voitures complètement décarbonées et donc à batterie. Et nous et donc on est la seule région du monde à faire ça, l'Europe. À savoir que les Chinois qui sont très actifs dans la mobilité investissent massivement dans les véhicules électriques, les véhicules à batterie, mais ils ne différencient pas les véhicules à batterie des véhicules hybrides rechargeables, par exemple. Ils essaient de promouvoir une technologie. Aux États-Unis, c'est un peu différent, ça va continuer à changer, j'imagine. Il y a beaucoup d'investissements par le biais de l'IRA qui a été subventionné aux États-Unis pour aller vers une industrie décarbonée. Et puis donc l'Europe, elle, se met des barrières. Et nous, ce qui nous dérange depuis le début, c'est ce que j'ai essayé de répéter dans la tribune à laquelle vous faisiez référence, c'est cette idée que le politique devienne un prescripteur de technologie. Ce qu'on veut, c'est que le politique nous challenge sur des objectifs à atteindre, nous donne les moyens d'y arriver,
par le biais de subventions ou d'aide à la recherche au développement, de financement, etc. Nous protège, si c'est nécessaire, pendant un certain temps d'une concurrence qui serait pas équilibrée, mais nous laisse la capacité à innover. Parce que c'était ce que je disais tout à l'heure en introduction, une transition énergétique socialement responsable et socialement acceptée ne passera que par l'innovation. Donc cette idée de se mettre des surcontraintes en permanence, c'est à la fois extrêmement positif dans cette idée je vais être le meilleur élève de la classe, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres élèves dans la classe également et qu'il est important de regarder ce qui se passe à gauche et à droite actuellement. Donc l'idée de la tribune n'était surtout pas de dire il faut arrêter cette ambition de décarboner la mobilité, il faut simplement s'ouvrir à différentes technologies parce qu'en voulant être trop dogmatique, eh ben on développe aujourd'hui des produits, des voitures électriques qui n'ont pas l'adhésion du grand public. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le citoyen, le consommateur sont parfois différents. Et le résultat de tout ça, c'est que le parc européen, il y a 250 millions de voitures qui roulent en Europe actuellement, il n'a jamais été aussi vieux, il a 12 ans. Donc vu qu'il est vieux, il pollue plus qu'avant. Et donc on consomme plus d'énergie fossile dans la mobilité aujourd'hui en Europe qu'il y a 10 ans. Donc c'était ça cette idée, c'est ouvrons-nous à d'autres technologies, faisons confiance à l'innovation et aidons les entreprises, les collectivités locales, etc., à investir, à innover, et c'est comme ça qu'on y arrivera mieux. On verra dans un instant les alternatives, justement, mais peut-être Thierry Varenne, en tant que banquier vert, je précise, quel regard vous portez sur ces problèmes, effectivement, parce qu'on voit bien que le marché ralentit et qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent être impactés aussi par ce ralentissement des ventes. C'est certain. Bon, d'abord, sinon ça va m'occuper trop longtemps et vous aussi. L'industrie automobile, c'est quand même une industrie assez cyclique. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 4 dernières décennies, il y a eu quand même, voilà. Elle est engagée dans cette transformation considérable. On utilise des mots, mais enfin, ce sont des transformations juste considérables. Et on le voit, par exemple, nous, on s'est engagé à regarder comment on pouvait financer des gigafactories de batteries. Mais quand on vend pas les voitures, on voit les constructeurs prendre la décision de retarder leur projet. Donc, dans cette phase que Laurent a parfaitement résumée et où il faut que l'Europe, sans renoncer, fasse quand même un tout petit peu attention à ne pas trop s'affaiblir. Dans cette phase, nous, en tant que banque qui connaissons bien nos clients depuis longtemps, il faut qu'on trouve les moyens de les accompagner. Voilà, donc c'est ça notre tâche. Et ça, c'est possible parce qu'on les connaît bien, parce qu'on a un dialogue très, très ouvert, parce qu'on a des équipes, je dirais, de couverture des clients et des équipes de risque qui ne découvrent pas les dossiers. Mais c'est sûr que dans la période qui est en cours, c'est plus difficile, ce sera plus difficile, parce qu'il y aura moins de cash flow et donc il y aura plus de besoins de financement. Voilà. On va rester un instant sur la mobilité électrique. Sébastien Rouge pour Imerys, dans les matériaux que vous produisez, il y a justement, j'allais dire, une poudre magique qui peut servir pour les batteries. Oui, effectivement, les plus gros investissements d'Imerys de ces dernières années sont des investissements en Europe dédiés à cet écosystème des batteries lithium-ion, effectivement du noir de carbone notamment qu'on fait en Belgique, dédié, qui va rentrer dans la formulation des batteries. On se prépare pour l'augmentation des capacités pour pouvoir livrer en Europe. En fait, aujourd'hui, l'essentiel de nos produits partent en Chine, puisque c'est là encore que les batteries sont faites. Je me tourne vers BASF et Suez. Il me semble que dans le domaine du recyclage des batteries, vous avez une coopération. Oui, alors dans le domaine automobile, on fait pas mal de choses. Je voudrais noter trois points. Le premier, c'est qu'on est très présent dans les revêtements automobiles, la peinture en français. Et ça me permet d'ailleurs de dire que l'innovation dans la transition, c'est pas toujours et uniquement les produits, c'est aussi les modèles économiques. Et nous, par exemple, on a une approche qui consiste quelque part à vendre un nombre de voitures peintes et non plus des tonnes de peinture. D'accord ? Et donc, encore une fois, si on est capable d'optimiser nos process, en termes d'énergie, en termes de matière, voilà, ça je pense que c'est de l'innovation en termes de transition et c'est très important à avoir en tête.
Euh, Ça aurait été très bien ici si on avait pu avoir une concept car qui s'appelle Oli, sur lesquels on a travaillé avec Citroën. Ça aurait fait très très bien dans la pièce. Une Et voiture frugale, là. voilà, c'est un concept car, et je dis ça parce que c'est un concept qu'on a monté, c'est un super projet avec Citroën, où on aurait pu montrer ce que l'on fait en termes d'aménagement intérieur, mais aussi sur un véhicule La électrique. carrosserie est très différente aussi, d'ailleurs. C'est un peu, voilà, c'est un peu avant-gardiste, mais et le et y compris en termes de protection des coques. Voilà, donc encore une fois, ce qu'on fait en matière de voitures du futur. Ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est celui que vous évoquiez, c'est qu'on travaille beaucoup sur la recyclabilité. Je vais y arriver. Et donc, on a une usine de black mass à Schwarzheide en Allemagne, où on est capable, en valeur nominale, de traiter jusqu'à 15 000 tonnes 15 000 tonnes de batterie. Donc voilà, donc c'est un projet qu'on a eu. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ça va peut-être pas à la vitesse escomptée dans ce domaine-là. Mais là, je laisse les experts en parler. Merci. Ce qu'on peut dire également pour vous, pour Suez, Yves Ranoux, c'est qu'il y a aussi cette coopération avec le Renault sur l'économie circulaire, qui est aussi une autre façon, finalement, de réduire l'empreinte carbone. Oui, donc effectivement, le 3 octobre de cette année, Suez et Renault ont annoncé un renforcement de leur partenariat historique en créant un véhicule industriel qui s'appelle The Future is Neutral, TFIN, pour mettre en place une boucle courte, une économie circulaire dans l'automobile. L'idée est assez simple, hein. Vous avez 11 millions de véhicules en Europe qui vont à la casse tous les ans. Un véhicule est neuf et recyclable à 85%, mais est fabriqué à l'heure actuelle avec moins de 30% de matériaux recyclés. Donc vous avez effectivement un potentiel non négligeable de récupération de valeur et de réintégration dans la chaîne industrielle en traitant ces véhicules en fin de vie. Donc ce partenariat entre Suez et Renault va couvrir la récupération, le traitement des véhicules en fin de vie, la revalorisation des pièces détachées, le reconditionnement, va permettre de produire des matières premières secondaires et d'avoir la première boucle courte efficace en France pour l'automobile. Ça, c'est un point qui, j'imagine, vous satisfait, Laurent Favre. Tout ce qui va dans le sens de l'industrie française liée avec cette idée d'être responsable sur un plan environnemental, évidemment, c'est très satisfaisant et ça montre qu'il y a encore beaucoup d'optimisation à avoir, hein, parce que Yves en parlait, 11 millions de voitures qui vont à la casse tous les ans, c'est une mine non exploitée aujourd'hui. Alors, on va évoquer à présent l'hydrogène. Il se trouve que c'est un thème qui adresse à la fois la mobilité, mais aussi l'industrie. Et c'est par cela d'ailleurs qu'on va commencer avec vous, Nicolas Naudin, car BASF est une société allemande. Et il se trouve que Outre-Rhin, eh bien, on a décidé de construire un réseau de pipelines, de hydrogénoducs, c'est le mot. Alors, bon courage pour la traduction. Tout un réseau pour transporter l'hydrogène à travers le pays. Oui. Mais avant de parler de transport d'hydrogène, moi, je voudrais rappeler que pour nous, chimistes, je me rappelle une fois, on parlait projet autour de gens qui étaient très intéressés par l'hydrogène, et j'étais bien obligé de rappeler que pour nous, c'est avant tout l'hydrogène du feedstock, du raw material, de la matière de base, quelque chose qui sert dans nos process. Donc c'est surtout ça pour nous. Donc pour vous donner une ordre d'idée, on consomme on produit 1 million de tonnes par an, 250 000 kilotonnes à Ludwigshafen. Voilà ce que c'est. Donc si je devais résumer, je dis que quelque part, c'est quelque chose de trop précieux pour être utilisé uniquement comme un vecteur de transport d'énergie. Voilà. Donc c'est un peu voilà. Donc ceci étant, tout ce qui est fait et notamment en effet le projet, je crois que c'est 9000 km, c'est ça, 19 milliards à l'horizon 2032, et ben nous intéresse avec une idée quand même, c'est que sur tous ces sujets-là, il y a quand même une hiérarchie des cas d'usage. Et puis donc nous, on a plutôt un message aux décideurs qui dirait eh ben, réservez plutôt les usages à ceux qui n'ont pas trop d'alternatives. Voilà, donc on serait plutôt intéressés. Voilà. Merci. Yves Ranoux, le groupe Suez fait aussi de l'hydrogène. Vous parlez des déchets, ça fait de l'énergie? Oui, encore une fois, une application des déchets, puis je vais en partager 2, 3 dans les solutions d'énergie alternative. Donc l'hydrogène, on construit effectivement à Créteil une solution de production d'hydrogène pour de la mobilité. Deuxième point, on est dans le biométhane également. On traite 600 000 tonnes de biodéchets par an en France et on va monter à 1 million de
de tonnes par an pour produire différents produits, dont du biométhane. Et ce biométhane va servir à, par exemple, décarboner le transport maritime. On a signé un partenariat avec CMA-CGM pour justement alimenter CMA-CGM en biométhane. Et également, à partir des déchets, on peut produire ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, donc des solutions de fuel, je dirais, alternatives pour l'aviation de demain. Donc encore une fois, à partir des déchets. Merci, on voit qu'effectivement l'hydrogène a plusieurs visages. Alors, dans la mobilité, j'allais dire plutôt que l'automobile dans la mobilité, parce que c'est plus dans la mobilité lourde pour l'instant qu'il y a des débouchés. Expliquez-nous, Laurent Favre, quelle est la vision d'OP Mobility, de quelle façon vous adressez ce marché? On est très engagé dans l'hydrogène déjà depuis une dizaine d'années, hein. En partant d'une idée simple, c'est que la molécule d'hydrogène, elle est disponible de façon infinie, et c'est une source d'énergie potentielle très 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 forte. Et donc un jour, et on espère un jour prochain, cette molécule d'hydrogène sera utilisée notamment dans la mobilité. Donc on est très engagé depuis de nombreuses années. Tout à l'heure, on avait Alstom qui parlait des trains à hydrogène. On travaille avec Alstom parce que c'est nous qui leur fournissons les systèmes de réservoirs hydrogène, de stockage hydrogène. J'y reviendrai après. Ivia en parlait aussi. On travaille avec eux également. Donc notre ambition, c'est d'accompagner nos clients dans l'ensemble de la mobilité sur toute la chaîne de la valeur. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans le véhicule. On fait le stockage d'hydrogène. Donc l'hydrogène, ça se stocke sous une forme de gaz à très très haute pression. Donc il y a des enjeux techniques qui sont assez importants parce que c'est 700 bars l'hydrogène. Alors 700 bars, ça ne veut pas dire grand-chose, mais votre pneu de voiture, c'est 2 à 3 bars. 700 bars, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Tout ça, c'est pour transporter le maximum d'énergie dans un minimum de place, tout simplement. Donc, stocké à 700 bars, il y a des enjeux de perméabilité, il y a des enjeux de sécurité, etc. Donc, c'est des systèmes qui sont extrêmement sécurisés, évidemment, parce que ça va dans des trains, dans des bus, dans des camions. Donc on fait le système de stockage et puis après l'hydrogène, il va alimenter ce qu'on appelle la pile à combustible et c'est là que le miracle se produit. L'hydrogène se transforme en électricité. Donc un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. Donc on n'oppose pas les deux, c'est complémentaire. Et donc la pile à combustible, on y participe également puisqu'on a une co-entreprise avec une entreprise allemande dans le Baden-Württemberg. Donc on co-développe et on produit des piles à combustible qui sont donc l'autre partie de ce qu'il y a dans le système à mobilité hydrogène. Donc nous, on pense que, en tout cas notre vision à moyen long terme, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a les systèmes à batterie qui se développent pour la mobilité individuelle, pour les voitures, avec une vitesse qui n'est pas forcément celle qui était attendue, mais en tout cas, c'est le mainstream, comme on dit. Et puis, il y a des enjeux également pour la mobilité lourde. La mobilité lourde, ça représente 10 à 15% des émissions de CO2. Hein. Donc, mobilité lourde, c'est camions, c'est trains, c'est véhicules commerciaux, etc. Et pour ces véhicules, quand l'autonomie demandée est importante, quand l'usage est intensif, et puis quand finalement ce qui est important c'est le poids des marchandises qu'on peut transporter, il vaut mieux pas transporter une batterie dans un camion, c'est mieux de transporter des tomates ou je ne sais quoi, et que l'hydrogène va venir en complément avec les systèmes à batterie pour d'autres usages. Donc ça commencera par la mobilité lourde, par la mobilité commerciale, c'est ce qui se passe avec les trains et les camions. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura des systèmes comme ce qu'a présenté Renault qui sont hybrides hydrogène à batterie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est engagé dans l'hydrogène de façon concrète, parce qu'on en parle, mais on le fait aussi. C'est ça qui est important, avec Alstom, avec Kivia et puis avec d'autres exemples. Merci. Sur la pile à combustible, un mot peut-être, parce que Sébastien Rouge, chez Imerys, en fait, vous participez d'une certaine façon ainsi à l'élaboration de cet équipement. On s'assure juste qu'en fait que nos minéraux soient, ceux qui vont dans les batteries électriques soient aussi applicables dans les piles à combustible, c'est la première chose. Et si vous me permettez, une autre marque sur l'hydrogène, on a des sites de production qui utilisent des hautes températures. Et pour rebondir sur ce que disait Yves, on est en train de faire un gros projet de R&D pour changer des fours qui travaillent au fioul aujourd'hui et faire de l'oxycombustion avec de l'hydrogène. Et là où on est obligé, comme le disait Yves, on est obligé de revoir la façon dont on travaille avec d'autres industriels, travailler sur le développement, avec Air Liquide là en l'occurrence, mais travailler aussi avec tout l'écosystème du Nord, à Dunkerque, pour aller se coupler sur les chaînes de captage et de stockage de CO2,
chose qu'on serait absolument incapable de faire tout seul, mais en se mettant à plusieurs, on est capable de développer la technologie et de mettre en œuvre des énormes investissements. Merci. Je reviens à vous, Laurent Favre, car vous avez évoqué donc le côté allemand, le versant allemand avec Elring-Klinger, donc EKPO, cette société commune. Et puis il y a également ce qu'on appelle les IPCEI ou les PIEC en français, donc et qui justement impactent la France et l'Allemagne avec Heidetech pour l'hydrogène. Ouais, donc les IPCEI, c'est rien d'autre que des subventions, hein, pour ceux. C'est des noms compliqués. Je sais même pas ce que ça veut dire IPCEI et PIEC, mais tout le monde a soumis ces dossiers il y a quelques années, et donc nous, évidemment, on en bénéficie. On en bénéficie en tant qu'OP Mobility, et on est en train de finir la construction d'une usine importante à Compiègne, dans l'Oise, qui sera la plus grosse usine de production de réservoirs à hydrogène pour les trains, pour les véhicules commerciaux, et on bénéficie d'une subvention de 70 à 75 millions. Donc c'est subventions européennes payées par l'État français, et on a des subventions équivalentes en Allemagne pour développer nos piles à combustible. Donc on voit que l'Europe est aussi capable, est aussi un moteur pour aider les entreprises comme la nôtre à investir, à innover dans des technologies du futur. Puisqu'on parle d'argent, je me tourne à nouveau vers Thierry Varenne pour savoir comment BNP Paribas aborde justement ce marché émergent de l'hydrogène. D'abord, on l'aborde, je dirais, d'une manière très ouverte et avec beaucoup de curiosité pour bien comprendre ses applications potentielles, qui sont nombreuses. Bon, ensuite, on constate que malheureusement, le coût de l'énergie en Europe est supérieur à ce qu'il est dans d'autres régions du monde. Et l'énergie pour l'hydrogène, c'est un coût relativement critique. Et d'où les débats qu'on a de temps en temps et dont on entend parler qui sont des vrais débats, hein, entre l'hydrogène bleu et l'hydrogène verte. Mais on voit bien qu'il pourrait y avoir des applications industrielles extrêmement vertueuses à terme, au-delà de ce qui a été dit pour la mobilité. Par exemple, pour les aciéristes, pour les smelters d'aluminium, etc. Il y a d'ailleurs des projets très importants à l'étude. Et pour l'instant, ces opérations ne sont pas directement finançables, hein, en l'état, mais elles le deviendront sûrement. Pour l'instant, on arrive à financer, je dirais plutôt des composants. J'ai parlé des électrolyseurs là tout à l'heure. On peut financer des projets de plus petite taille. Et je note que l'Allemagne a l'air de s'engager résolument dans cette direction. Au-delà des réseaux de transport, on va voir comment tout ça progresse. Mais il y a des acteurs très importants qui ont des projets. Je pense à RWE, je pense à Siemens Energy, et on les suit de près. Voilà. On entre dans le dernier quart d'heure et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous donner, tous autant que vous êtes, des exemples de réalisations exemplaires. On voit qu'effectivement, tout le monde sera green demain, donc on peut être green de différentes manières. Si on commence par vous, Nicolas Baudin pour BASF, j'avais en tête ce projet de parc éolien avec des partenaires. Oui, alors, je peux citer deux projets vraiment pour être très, très concrets. L'un qui est, encore une fois, je vais parler des besoins d'électrification. Donc on a en effet des parcs éoliens. Donc c'est un projet qu'on a monté avec Vattenfall et Allianz en mer du Nord, Hollandsee, je n'arriverai pas à le prononcer, mais voilà. Donc on parle d'1,5 gigawatt. Il y a un deuxième parc d'ailleurs de 2 gigawatts. Voilà, et donc ça c'est des projets, c'est des choses très très concrètes que l'on fait. Et le deuxième projet que je peux mentionner aussi, c'est tout ce qui est autour de la capture, carbon capture and storage, qu'on fait sur notre site d'Anvers, qui est aussi un gros site que nous avons, un projet on appelle Keros pour faire des cars liquides, et qui permettrait au site d'être dans quelques années carbon neutral. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Voilà, deux choses vraiment très très concrètes. Merci. Yves Ranou, pour Suez, il était fait mention de séquestration du carbone. Je crois que c'est un domaine dans lequel vous investissez beaucoup. Alors effectivement, on investit énormément dans le carbone pour pouvoir le valoriser comme je vous le disais, en fuel synthétique pour l'aviation. Mais dans d'autres réalisations, là où on essaye c'est un projet pas très concret, c'est plutôt soft, c'est d'opérer ce changement culturel sur la vue du déchet.
de réaliser qu'effectivement, cette ressource est un enjeu pour de nombreux sujets des années à venir. Alors, on l'a vu pendant toute notre discussion, dans l'automobile, bien évidemment, mais on l'a également pour l'éolien, pour le recyclage des énergies renouvelables, pour les panneaux solaires, pour les batteries, on en a parlé, et pour plein de secteurs d'activité. Donc, effectivement, Suez est impliqué dans ces projets de récupération du carbone et de la valorisation du carbone. Mais notre première mission est de bien faire comprendre aussi culturellement que le déchet est une véritable valeur et est un enjeu plus que stratégique pour de nombreuses industries et de nombreux gouvernements. Sébastien Rouge, pour Imerys, avec vous, on va parler de biodiversité. C'est un thème qui est important quand on fait des mines. Oui, alors c'est très important effectivement parce qu'on a une emprise foncière importante et si on veut continuer à opérer proche de vous et nous, hein, puisqu'on a la plupart de nos carrières qui sont dans des pays développés avec de la population autour, il faut être capable d'ouvrir une carrière, de la refermer, de restaurer et de remettre à niveau de la biodiversité. Et s'il y a énormément de littérature scientifique sur le CO2, sur la consommation énergétique, il y en a beaucoup moins sur la biodiversité. Et ce qu'on essaye de faire pour justement, puisque certains pays ont des réglementations peu précises, d'autres n'en ont pas, c'est de développer tout un savoir-faire et on se fait aider par des scientifiques et j'ai appris il y a assez peu de temps, on a un accord avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris qui est vraiment en pointe sur cette capacité à définir les bons critères pour maintenir et restaurer de la biodiversité dans n'importe quel type d'environnement. Donc on a un partenariat à long terme avec eux et ils vont nous suivre dans chacun de nos sites. Donc on a plus d'une centaine de sites dans le monde pour, de manière préventive et curative, avoir vraiment les meilleures règles de l'art en termes de restauration de la faune et de la flore notamment. Thierry Varenne pour BNP Paribas, si je vous demande quels sont les projets que vous financez qui sont vraiment chouettes au niveau de l'environnement, en tout cas pour lesquels vous avez une fibre particulière. C'est difficile de distinguer les projets. Je sais que vous aviez un faible pour les bâtiments verts, donc j'en ai trouvé pas mal finalement. Alors allons-y. Non, en fait, même si l'immobilier n'est pas dans une phase extrêmement favorable en ce moment, nous avons participé non seulement à la rénovation, mais parfois à la construction d'immeubles en région parisienne. Je pense à Boulogne, un immeuble important qui s'appelle Métal 57, où il y a 37 000 mètres carrés, qui a été complètement rénové bas carbone et qui a toutes les certifications les meilleures. Et il y a un immeuble pour la PHP, par exemple, qui est en cours de rénovation à avenue Victoria à Paris, très bas carbone. Bon, et puis il y a des immeubles en bois auxquels, évidemment, nous accompagnons. C'est à la fois nous les construisons parfois et nous les accompagnons. Et dans les grandes réalisations, moi j'ai en tête le premier parc offshore. Où nous avons accompagné de bout en bout, si je peux dire, EDF à Saint-Nazaire. Voilà. Merci, on va terminer avec vous, Laurent Favre, pour OP Mobility, avec cette région de Compiègne, où il y a donc cette Gigafactory à Lachelle, et puis il y a aussi tout ce transfert de compétences qui se prépare. C'est une histoire dont on est très fier, en fait, hein, parce que dans la région de l'Oise, nous y sommes implantés depuis de nombreuses décennies. On a une usine qui fait des réservoirs à carburant, donc l'ancienne technologie à l'époque pour des Renault Espace, etc. C'est le système bancaire qui s'écroule. Non. Mais la BNP est bien assise, comme vous voyez, donc il n'y a pas de risque. Non, donc c'est une usine de réservoirs à carburant qu'on est en train de fermer parce que c'est une technologie qui s'arrête, parce qu'il a été décidé d'aller vers l'électrification. Et juste à côté, à quelques kilomètres, à Lachelle, donc tout le monde ne connaît pas Lachelle, mais c'est pas loin de Compiègne, on est en train donc de finir une grosse usine
pour fabriquer des réservoirs à hydrogène dont je parlais auparavant, qui servira Alstom, Ivia, BMW, Stellantis, etc. C'est à quelques kilomètres. La nouvelle usine sera on va dire benchmark en termes de neutralité carbone dans les matériaux utilisés, du bois pour la structure notamment, dans notre capacité à réutiliser l'énergie en permanence pour la production, mais également pour le reste des besoins de l'usine. Et puis ce qui est encore plus chouette, c'est qu'on arrive à former les collaborateurs qui faisaient hier des réservoirs à essence pour faire demain des réservoirs à carburant. Donc on a aussi un cercle virtueux sur un plan social, à savoir que ceux qui commencent à produire des réservoirs à hydrogène étaient ceux qui produisaient auparavant des réservoirs à carburant. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans ce territoire-là, et on est accompagné à la fois par le territoire, à la fois par l'Europe et à la fois par le gouvernement. Donc il y a des beaux projets, je pense qu'il faut qu'on continue à valoriser et dont on peut être fier. Merci, il nous reste quelques minutes pour des questions par rapport aux intervenants de cette table ronde sur la transition énergétique. Allez, on vous attend. Bonjour, Norma Serpin, club d'affaires franco-allemand de Strasbourg, transfrontalier d'ailleurs. J'ai une question pour ouvrir le débat un peu général, on va dire, en tant qu'observatrice de l'économie et française et allemande. Là, effectivement, vous l'avez dit, vous avez demandé à ce qu'il y ait de l'optimisme, et c'est vrai qu'en écoutant les deux tables rondes d'ailleurs, je suis très confiante quant à l'avenir de la filière industrielle en France, parce que je trouve qu'il y a de très beaux projets. Il y a des expressions très optimistes, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances. Et ça fait du bien, parce qu'on lit un peu l'inverse dans les différentes formes de presse. Concernant la deuxième table ronde, et plutôt l'automobile, par rapport à ce qui se passe en Allemagne, est-ce que la transition énergétique et environnementale, est-ce que l'Allemagne va pouvoir l'assumer? Parce que actuellement, on entend quand même énormément, on lit beaucoup de problèmes, que ce soit les équipementiers comme ZF ou l'industrie, l'entreprise emblématique de l'automobile Volkswagen, qui va fermer prochainement plusieurs de ses sites. Donc, il semblerait quand même que ce soit quand même très compliqué ce qui se passe actuellement sur le terrain pour vous qui travaillez dans cette branche. Et comment vous voyez cela? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne va pouvoir garder cette avancée qu'elle avait en matière de savoir-faire et de technologie dans les automobiles? Sachant que vous avez vu la politique en Allemagne aussi connaît des péripéties qui font qu'elle se fragilise, notamment à travers effectivement ces difficultés économiques et industrielles. Non, c'est une question difficile parce que soit on répond de façon politiquement correcte, soit on dit vraiment ce qu'on pense. Non, mais l'Allemagne produisait il y a quelques années 6 millions de voitures. Donc c'est un des plus gros pays en termes de production et était un des plus gros pays en termes d'exportation avec le Japon. Et donc quand on veut exporter, il faut être compétitif. Aujourd'hui, on a parlé de compétition internationale, coût de l'énergie. On a parlé de transition énergétique, mais également d'innovation avec les compétiteurs chinois, etc. Et force est de constater que l'Allemagne a perdu beaucoup de compétitivité par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc le problème allemand aujourd'hui, c'est un problème de compétitivité, rien d'autre. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, l'Europe importe plus de voitures qu'est-ce qu'elle en exporte. Et on en importe aussi de plus en plus qui viennent de Chine. Donc ce qui se passe socialement, finalement, c'est malheureusement rien d'autre que la conséquence d'une perte de compétitivité par rapport à d'autres dans l'automobile. C'est accentué évidemment par l'électrification des véhicules, parce que l'électrification dit nouvelles technologies. Et autant sur les anciennes technologies, l'Allemagne avait un vrai savoir-faire que les Chinois ou que les Tesla, etc. n'avaient pas. Autant sur les nouvelles technologies, je ne vais pas dire que tout le monde repart de zéro, mais un petit peu. Donc voilà. Donc c'est ce paradigme de je perds de la compétitivité et finalement j'ai une technologie qui aujourd'hui est pas aussi valorisée que ce que j'avais avant, parce que quand on va dans des véhicules à batterie, bon, Volkswagen n'est pas forcément meilleur que Tesla ou que BYD.
Est-ce que c'est irréversible ou est-ce que notre fin est annoncée ou est-ce qu'on a une chance de se battre? Je pense que c'est tout l'enjeu et c'est un petit peu ce qu'on voulait démontrer aujourd'hui, à savoir qu'on a des champions français, allemands qui sont capables de développer les technologies qu'il faut, qui sont capables de se remettre en cause également. On parlait tout à l'heure dans la table ronde sur l'innovation de ce que peut apporter l'intelligence artificielle et aussi la capacité pour l'Allemagne, par exemple, de rattraper peut-être son retard sur la Chine, sur les batteries ou sur le software. Donc moi, je pense que c'est possible. Sinon, je serais pas là. Hein. Je serais parti ailleurs. Donc je pense que ce serait possible, mais qu'il va falloir se remettre en cause et que l'enjeu est à la fois technologique, à savoir être capable d'embrasser ces nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure, et notamment l'IA, qui peut vraiment changer les choses, mais également culturelle. Et donc la question, moi en tout cas, je pense que le plus gros frein à l'Allemagne aujourd'hui et à la France, c'est surtout culturel. On a des usines beaucoup moins robotisées que les Asiatiques, alors que les robots existent depuis des années et des années. On a peur d'utiliser des techniques digitales, de l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, alors que les autres l'utilisent pour être plus performants. Et c'est pas par manque de savoir-faire, par manque d'innovation, c'est parfois culturel, la capacité à se remettre en cause. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail culturel à faire, positif, hein, de communication, pour montrer l'avantage à embrasser ces nouvelles technologies. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Peter Klauer, Club d'affaires de Hambourg. C'est plutôt une contribution qu'une question suite à la demande précédente. Donc, c'est ce qui me gêne dans toutes ces discussions-là, c'est toujours on parle des solutions, mais on jongle très rarement les solutions avec les dimensions. Si je prends le cas de BASF à Ludwigshafen, le monsieur Brudermüller, donc l'ancien PDG, il a dit si on souhaite électrifier le site dans sa totalité, on aura besoin de 20 TWh. Donc, pour faire simple, si je divise ça par 8000 heures, j'arrive à quelque chose entre 2 et 2,5 gigawatts. Donc, vous avez besoin en permanence 24/7. Alors, juste pour illustrer, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec ce qu'en allemand on appelle la fameuse Dunkelflaute. Ce matin, hier matin, 160 gigawatts de capacité installée en éolien et en solaire n'ont produit que 400 mégawatts. Ça veut dire on est à 1000 km du besoin en Allemagne, malgré tous ces efforts qu'on a faits. Et le résultat on est à 600 grammes de CO2 par kilowattheure lorsque la France est à 40. Alors la question au panel, comment est-ce qu'on fait mieux? C'est sympa de faire ça juste à la fin. On croyait qu'on allait finir à l'heure, et en fait non. Non, mais d'abord, c'est ce qu'on se disait avec Thierry. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt d'avoir une Europe qui a une politique énergétique commune, un axe franco-allemand fort. L'Allemagne est très développée dans les énergies renouvelables. La France recommence à développer du nucléaire. Et finalement, les deux sont très compatibles. Hein. Le nucléaire, c'est de la production en permanence. L'éolien ou le photovoltaïque, ou centrale thermique. Et l'éolien, c'est intermittent par définition. Donc les deux sont très complémentaires. Et puis si on rajoute dans tout ça un peu d'hydrogène pour stocker l'énergie quand on n'en a pas besoin, parce que l'éolien produit parfois quand on n'en a pas besoin, on arrive à quelque chose qui pourrait être cohérent. Mais l'Allemagne seule n'y arrivera pas, la France seule n'y arrivera pas, l'Europe a une chance d'y arriver. J'allais exactement répondre ça. Il faut être ouvert au mix énergétique au niveau européen et bénéficier des sources énergétiques les plus compétitives, où qu'elles soient en Europe. Aussi simple que ça. Oui, non, moi, j'ajouterai juste après ce que Laurent vient de dire. Je pense que pour l'Europe, dans ces transformations qui sont très exigeantes par rapport à nos modèles, puisqu'on a un coût de l'énergie qui est plus élevé qu'ailleurs, on a un coût de la main-d'œuvre qui est manifestement plus élevé qu'en Chine,
On n'a pas forcément conservé l'avance technologique comme les Chinois nous le montrent. On a intérêt à avoir dans les domaines clés que sont l'énergie, les télécoms, l'automobile, des politiques qui convergent. Voilà, c'est mon avis.